Cet avantage du PEA, c'est justement de payer uniquement les prélèvements sociaux après ces 5 ans. Il est aussi dans le fait que pendant 5 ans, vous n'allez pas pouvoir retirer d'argent. Au sein de votre PEA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous pouvez acheter, vendre des titres, garder du cash, etc. Mais quand on commence à avoir un PEA de 80 000, 90 000, 100 000 euros, toucher des dividendes, ça vous permet de recevoir une rente sans vendre vos titres. Et je ne vais pas regarder forcément lesquels ont fait les plus grosses performances les années précédentes. Je vais regarder lesquels ont le moins de risques de faire faillite. Il faut bien être conscient que les entreprises actuelles et les entreprises de demain seront, d'ici une quinzaine d'années, dirigées par des gens qui veulent faire fonctionner une boîte avec du sens. Hello et bienvenue à toi dans le podcast La Bonne Fortune, l'émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux, et avec La Bonne Fortune, mes invités se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils qui te permettent dès aujourd'hui de passer à l'action pour que tu puisses investir selon tes envies, selon tes choix et tes objectifs. Alors vous êtes de plus en plus nombreux à partager cette émission et je vous en remercie pleinement. Alors si toi aussi tu es nouveau par ici, je t'invite à t'abonner en un clic à ce podcast et à continuer de poser toutes les questions sur les différents réseaux. Mes invités et moi-même nous ferons un plaisir d'y répondre. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir ce nouvel épisode. Let's go! Aujourd'hui, sur le podcast de La Bonne Fortune, j'ai l'immense plaisir de recevoir et de découvrir par la même occasion donc Étienne Monceau. Étienne, tu as 23 ans, tu viens de finir tes études d'ingénieur, mais tu as déjà commencé à bien travailler sur plusieurs domaines. Alors, si je dis pas de bêtises, tu as été sportif de haut niveau dans la discipline du snowboard. Tu es également cofondateur d'Aigre Douce, qui est une association de vidéastes pour le ski et le snowboard, justement. Tu as cofondé cette association avec Léo Fourcade, on pourra y revenir. Tu es également, et ça va être le sujet qui nous intéresse aujourd'hui un peu plus sur tout le domaine de la bourse et en l'occurrence en particulier le PEA, tu es notamment le fondateur de l'association Sans Cravate et tu es hôte de la chaîne YouTube du même nom. Et tu es également auteur du livre Débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Donc à bientôt 24 ans, Étienne, déjà bonjour, merci d'être venu. Qui es-tu ? Eh bien déjà, merci de me rappeler tout ça, parce que c'est vrai que des fois on l'oublie, et prendre du recul et se dire que à 23 ans, on a quand même achevé des choses, c'est cool. Pourtant, je suis encore très frustré de ne pas avoir fait plus. Mais ça viendra, il faut pas être impatient, comme je te l'ai dit déjà, hein, dans les citations qui me plaisent bien. Bonjour à toi, du coup, merci beaucoup de m'inviter sur ton podcast. D'ailleurs, un podcast vraiment à suivre, qui est assez récent et qui, je sais reconnaître les gens qui font les choses bien. Et Ismaël fait les choses très bien. Donc voilà, je pense que ça va aller loin. Merci à toi pour cette invitation. Donc oui, en effet, Aigre Douce. Alors Aigre Douce, c'est rigolo parce que tu es la première personne, je pense, qui me parle de Aigre Douce quand on est dans le monde finance. Et ça me fait énormément plaisir parce que finalement, c'est vraiment au travers du snowboard que je m'épanouis le plus. D'abord, dans un premier temps, c'est le côté sportif. Voilà, j'ai toujours eu cette âme de sportif. Et en plus, dans le snowboard, on a une ambiance extraordinaire, que ce soit en compétition ou bien juste quand on s'amuse entre potes. Et la finance, la finance, c'est aussi quelque chose d'intéressant. C'est la curiosité qui m'a amené là, le fait de vouloir comprendre quelque chose qui fait peur à pas mal de gens, tout simplement. Exactement, oui. Puis mes parents, moi, me baignaient pas du tout là-dedans. Ils sont cadres dans la fonction publique. C'est pas quelque chose qui les intéresse particulièrement. Et finalement, depuis que je me suis intéressé à ça, peut-être ils sont en train de changer de bord. Mais on va dire qu'il y a toujours faut juste partir du principe que c'est toujours bien d'apprendre pour se coucher moins con le soir, quoi. Qu'on soit pour ou contre. Top. Merci pour cette petite introduction. Et en termes donc d'études, donc là tu as fini tes études d'ingénieur et tu te diriges sur un master donc spécialisé dans la finance, si je dis pas de bêtises. Exactement. Alors juste pour rebondir sur ce que tu disais au début, donc oui, je suis fondateur de Sans Cravate, je suis cofondateur de Sans Cravate. On est 3 associés. Et pareil pour la chaîne YouTube. Alors la chaîne YouTube, finalement, c'est moi qui ai eu le plus le temps de m'en occuper, mais en effet, c'est une chaîne par laquelle
l'univers de Sans Cravate, on communique, quoi. Mais on y verra apparaître Alexandre et Thibaut dans les prochaines semaines, les prochains mois aussi. Concernant les études, oui, en effet, c'est ça. Donc, j'ai fini mes cours hier, à peine. 6 années d'études, justement, mêlées entre les statuts sportifs et les statuts d'entrepreneur qui ont rallongé mes études, finalement. Chose qui est assez intéressante aussi, hein, et je conseille à tout le monde de le faire si vous avez l'opportunité de le faire. C'est-à-dire avoir un aménagement particulier de l'emploi du temps pour pouvoir faire ce que vous aimez à côté. Et donc ouais, fini cette école d'ingénieur en sciences des matériaux, donc spécialisé plutôt sur les alliages métalliques destinés aux moteurs, que ce soit moteur d'avion, moteur automobile, etc. Ok, ouais, donc rien à voir avec la finance, l'univers des marchés financiers, de la bourse. Exactement. On va dire que la seule chose qui est en rapport, et finalement c'est quand même une grosse partie, et c'est pour ça aussi qu'on a retrouvé énormément de profils ingénieurs dans la finance, c'est la capacité de construire des méthodologies en fait et d'analyse. Tout simplement, avoir une bonne capacité de travail aussi. De toute façon, pour s'investir dans un projet, il faut être capable de s'y investir et voilà, d'y passer du temps. Et bon, quand on a eu bossé ses partiels et tout ça, enfin, il y a un background qui s'installe qui fait qu'on est capable de se mettre devant une feuille et de bûcher, quoi. Et puis après, Mhm. tout l'univers aussi mathématique, quoi. Donc, ça demande quand même quelques bases. Il y a des gens qui partent avec des grosses lacunes en maths et ça va pas vous aider en finance. Je vais pas dire qu'il y a besoin d'avoir un niveau extraordinaire en mathématiques pour faire même de l'évaluation financière. Alors, il y a certaines spécificités de la finance comme l'analyse crédit ou des choses comme ça qui vont assez loin dans les maths, mais je veux dire, il faut quand même quelques bases, même si ça en demande pas de pousser très loin. Et donc ça, généralement, les profils ingénieurs sont très recherchés justement dans le milieu bancaire typiquement ou dans les fonds d'investissement. Et puis aussi tout ce qui est programmation. Hein. De toute façon, de nos jours, quelqu'un qui programme pas, qui est pas capable de créer quelques lignes et d'automatiser une tâche, on va avoir du mal enfin, à le valoriser en entreprise, quoi. Et donc là, pour finir donc sur ce master là, donc tu te diriges sur quel et après on passera. Master banque et ingénierie financière, du coup, ouais. Banque et ingénierie financière à TBS, Toulouse Business School, sur Toulouse. Et là, donc c'est un master assez généralisé finalement, assez généraliste, je sais pas comment on dit, sur la finance. Donc il y a un peu de tout. Il y a de la gestion de portefeuille, il y a justement du pricing d'obligations, il y a quoi d'autre? Il y a de l'analyse financière, il y a du private equity, il y a pas mal de choses, mais on va dire que c'est quand même voilà assez généraliste. Bon, bah, à l'issue de ton master, tu pourras revenir pour évoquer justement tous les différents pans de l'investissement qu'on évoque ici régulièrement sur le podcast de la bonne fortune. Complètement. Euh, concernant la bourse, parce que tu l'as évoqué avec justement avec Sans Cravate, tu interviens régulièrement sur tous les marchés financiers et notamment le PEA qui est un véhicule vraiment très très intéressant. Tu vas nous expliquer le pourquoi, qu'est-ce qui peut nous amener, en quoi ça peut être utile pour les investisseurs d'une vingtaine, trentaine, quarantaine, cinquantaine d'années qui soit veulent se lancer sur les marchés financiers là en 2021 ou alors ont déjà pris le pas et souhaiterait renforcer les connaissances et mieux comprendre un petit peu cet univers qui, comme tu le disais, la finance en général, mais les marchés financiers en particulier, peut paraître soit abstrait, soit font peur, ou alors c'est tellement tabou dans les familles, etc., qu'on n'ose pas sauter le pas et s'investir, alors qu'il y a quand même de belles choses à faire, de belles opportunités. Euh, Pourquoi en 2021 on aurait intérêt à se lancer dans les marchés financiers sur la bourse en général et ouvrir un PEA en particulier? Alors, il y a plusieurs questions dans ta question. Exactement. On va partir du coup sur cette question du PEA de la bourse de manière générale. Le PEA, donc, alors tu as dit que j'intervenais sur tous les marchés financiers. Alors, il faut distinguer. Un marché financier, on les classe plutôt par type d'actif. Hein, et donc, finalement, je suis très présent que sur les marchés actions plutôt. Ouais, bien sûr, on l'avait évoqué sur l'émission avec Romain Daubry là sur quelle stratégie avoir en bourse et avec d'une part il y avait déjà définir si on est plutôt investisseur ou trader en fonction du temps à passer Voilà. des investissements et après il y avait différentes classes de marché qu'on évoquait avec donc comme tu le dis le marché action, le marché obligataire,
le marché des devises, donc le forex, le marché des matières premières, Exactement. etc., etc. Exactement. Donc là, on va se concentrer peut-être plus sur le marché action, sur lequel tu interviens plutôt. Oui. Voilà. Le marché action, après, c'est possible de négocier ces actions de façon différente. On peut les avoir, typiquement, si c'est via un PEA ou via un compte titre, vous serez propriétaire de l'action, donc vous la détenez vraiment, elle est à vous, et puis vous allez percevoir des dividendes pour ça. Mais après, on peut les négocier avec d'autres types de produits dérivés, type les CFD. À ce moment-là, elle ne vous appartient pas, mais vous allez pouvoir spéculer sur sa valeur, où il y a des gens qui négocient les options, etc. Mais moi, je suis vraiment concentré finalement sur le marché action, un peu aussi sur les commodities, donc sur les matières premières avec des contrats particuliers, mais surtout sur le marché action. Et je les détiens donc sur un PEA. Pour ce qui est action européenne, et il faut savoir que je suis principalement aussi actif du coup via le PEA en Europe. Et puis aussi, c'est un choix parce que j'aime beaucoup. En fait, si vous me posez une question de pourquoi j'investis en bourse et quel est finalement ce que j'en retire le plus, c'est la culture générale. C'est vraiment le truc qui me fait le plus vibrer là-dedans. C'est tout simplement que quand je vais faire mes recherches, je vais en apprendre plus sur certaines entreprises que je vois tous les jours sur la route en allant en cours, quoi. Tout cet univers-là qui me permet de vraiment me développer. C'est finalement ça qui m'intéresse. C'est pour ça que d'ailleurs, je me suis pas trop intéressé au trading parce que c'est pas finalement les courbes qui m'intéressent et vendre un actif et le racheter, etc. Et juste manipuler des chiffres. Il y a aussi l'aspect de voilà la vie de l'entreprise, savoir connaître en savoir plus sur le board de direction, comment l'entreprise est gérée, etc. Et puis même toute cette culture-là, elle vous aide après vous dans votre vie pour juste monter une entreprise et savoir comment cette dernière va fonctionner. Tu es plutôt dans une démarche, du coup, on va dire proactive, où tu as envie de participer vraiment à la vie, à la croissance et au développement d'une entreprise, en investissant, pardon, d'une certaine façon dans l'économie réelle, quoi. Exactement. Après, on peut se retrouver à investir, je veux dire, on peut se retrouver à investir sur des sociétés qui sont plus valorisées que d'autres et qui sont un peu, on dira qu'elles sont décorrélées de l'économie réelle. Mais après, dans tous les cas, je suis propriétaire de mes titres. Je vais les garder pendant longtemps. Généralement, je fais en sorte que ce soit des titres que j'achète et que je serai prêt à acheter à n'importe quel moment. Et ensuite, si je peux participer aux AG, je le fais. Donc, si c'est en ligne, tant mieux. Si c'est en physique, c'est un peu plus difficile, mais je le ferai toujours, même si je suis qu'un petit propriétaire finalement parmi tant d'autres de ces entreprises-là. Mais voilà, vraiment, tu as raison, c'est proactif, quoi. Et puis, je récupère toute l'information que je peux pour justement ma D'accord, ouais. culture. Donc, quel intérêt aurait un investisseur aujourd'hui, donc, d'investir sur les marchés Ouais. financiers, sur le marché action d'une façon générale et au travers un PEA d'une façon, particulière? Ouais. Alors, c'est vrai que dire ça maintenant, c'est un petit peu tard, mais c'est-à-dire qu'on l'a vu de toute façon en 2020 avec la crise du coronavirus. Le fait est qu'on a vu que cette crise avait vraiment amené énormément d'actionnaires, de nouveaux actionnaires sur les marchés. Il y a eu un nombre, alors ça se compte en centaines de milliers. Il me semble qu'on a eu plus de 10% d'actionnaires, parce qu'il faut savoir qu'on est environ 4,5 millions d'actionnaires en France. Donc il y a eu environ plus de 400 000 ouvertures de PEA pendant l'année 2020, en quelques mois même. À ce moment de la crise, justement, parce qu'on estimait que c'était une crise qui allait être de court terme finalement et qui aurait des entreprises qui avaient la capacité même de fonctionner sans avoir de revenus pendant un an. Et donc il y a des gens qui se sont jetés sur les marchés. Bon, le fait est que maintenant, on a eu une reprise en V et qu'on se retrouve à des niveaux presque aussi hauts. Alors quand je dis des niveaux, je parle des indices, les indices qui permettent finalement de prendre la température d'un marché et de faire la moyenne des valorisations des entreprises d'une région géographique. Typiquement, par exemple, le CAC 40, il est revenu sur des niveaux, alors le CAC 40 pas GR, le CAC 40 juste cash, il est revenu sur des niveaux extrêmement, sur les mêmes niveaux d'avant-crise extrêmement rapidement. Donc là, il y a énormément de gens qui ont raté le coche, qui en ont entendu parler, machin, par leur ami, qui leur a dit, ouais, écoute, moi j'ai ouvert un peu en avril 2020, écoute, j'ai fait une performance de 35% sur l'année en achetant des actions de grosses boîtes qui sont à côté de chez moi et que je savais qu'elles n'allaient pas faire faillite. Typiquement, on peut parler de Airbus, on peut parler de Safran, on peut parler de Total, il y en a plein, plein, plein.
qui ont vraiment, genre typiquement acheter du Total à 22 euros, c'est quelque chose peut-être qui se fera qu'une fois dans sa vie, hein. Mais voilà, donc maintenant on se pose la question, est-ce que actuellement ça vaut le coup toujours de s'investir sur les marchés? Et si oui, est-ce que l'Europe est-elle attractive ou pas? Et donc pourquoi je dis cette question de l'Europe? Parce que finalement le véhicule d'investissement dont tu parlais, le PEA, permet d'investir en Europe. Et généralement c'est quelque chose qui refroidit énormément les gens. Pourquoi? Parce que quand on regarde les indices boursiers les plus représentatifs des gros marchés autour du monde, finalement, que ce soit le stock 600, donc qui représente l'Europe, que ce soit le CAC 40, le DAX 30, quand on compare ces indices-là, donc européens, par rapport aux indices américains typiquement, on se dit pourquoi ouvrir un PEA et investir en Europe alors que finalement ça se passe vachement mieux aux US et que sur le long terme elles performent beaucoup plus, même si on prend en compte cet avantage fiscal du PEA. Parce que le PEA, finalement, il présente des avantages fiscaux dont on parlera plus tard en détail peut-être. Mais donc on se pose la question. Et oui, tout à fait. C'est vrai qu'on peut se poser la question parce que comme tu le dis, les marchés, alors j'ai pas les chiffres exacts, tu les connais peut-être plus, mais même sans les avoir exactement, de comprendre la philosophie. Grosso modo, soit le Nasdaq ou le S&P 500, les deux gros indices américains, il y en a d'autres, hein, Voilà. de Jones, etc. Mais ces indices-là, ils performent peut-être en moyenne sur les dernières années à plus de 10%, À deux alors chiffres. que l'indice du CAC 40, lui, stagne, ou alors il va augmenter peut-être 5, 6, 7% d'un an, d'une certaine, enfin une année ou deux, et puis après il va redescendre un peu, mais sur une moyenne va être inférieure aux Voilà. performances que fournissent les entreprises des boîtes américaines. Donc on aurait tendance à se dire, sauf que les investisseurs français, en tout cas, ceux qui nous écoutent, les francophones, en tout cas, ont peut-être tendance, moi je dirais quand même, à investir proche de chez soi, sur ce sur quoi on connaît, typiquement des valeurs peut-être bancaires. Si on est, je sais pas moi, la banque de la Société Générale, du Crédit Agricole, on aura peut-être des lignes comme ça de ces boîtes-là, peut-être de Total, peut-être de AXA, etc. Des Mm. boîtes qu'on connaît, Exactement. françaises, etc. Et même si on peut être tenté d'aller sur les marchés américains. Après, l'un n'empêche pas l'autre, mais au travers le PEA, quel avantage on pourrait, enfin, quel avantage on aurait aujourd'hui à y aller, alors que ce soit sur les marchés d'une façon générale, mais encore une fois, avec la fiscalité, parce que ça fait quand même une grosse différence, quoi. Ouais. C'est vrai que ça fait une grosse différence. Alors le PEA, il faut savoir du coup que quand vous l'ouvrez, vous allez prendre date dessus. On appelle ça prendre date, c'est-à-dire que vous allez verser un montant, par exemple 10 euros dessus, et puis un compteur de 5 ans va se déclencher, et ce compteur de 5 ans, il va rendre votre PEA étanche. Moi, j'aime bien utiliser le mot de étanche, c'est-à-dire que vous pouvez l'alimenter, mais vous ne pouvez pas retirer d'argent pendant ces 5 ans. Et au bout de 5 ans, en fait, vous allez avoir des avantages fiscaux sur les plus-values que vous faites. Vous payerez uniquement les prélèvements sociaux, donc de 17,2% au prorata de ce que vous retirez. Donc ce sont uniquement les plus-values qui sont imposées de manière générale, hein. Même sur un compte titre, c'est le cas. Ce sont toujours les plus-values qui sont imposées. Bien sûr. Les dividendes aussi, hein, mais c'est pas l'argent que vous mettez dans le PEA qui va être imposé. Typiquement, si vous mettez 10 000 euros dans votre PEA, que vous faites pas d'argent sur l'année, vous n'allez pas, même si vous les retirez, vous n'allez pas payer 17,2%. Et donc, ouais, cet avantage du PEA, c'est justement de payer uniquement les prélèvements sociaux après ces 5 ans, quoi. Alors, il y a un avantage fiscal au PEA, certes. Est-ce qu'on a aussi la possibilité, je me permets, là, je fais une petite arrêt sur image, justement, vu qu'on est sur la fiscalité là, du PEA, on ouvre un compte, alors que ça peut être sur notre banque traditionnelle ou peut être plutôt un broker en ligne pour une question de frais, passage d'ordre, etc., qui sont peut-être plus avantageux. Euh, mais donc on ouvre, donc aujourd'hui on est au mois de mai 2021. Mhm. J'ouvre au mois de mai 2021 avec 10 euros le compte. Je suis pas obligé de l'alimenter, c'est pas une Pas du tout. obligation, donc je peux l'ouvrir avec les 10 euros en fonction des offres et des programmes des différents brokers. Donc je l'ouvre là en mai 2021 et donc en mai 2026, peu importe ce que je fais, même si j'ai rien fait pendant ces 5 ans, dès lors que je fais des transactions, etc., des mouvements, Mm. je serai soumis à la même réglementation fiscale, donc simplement lors des retraits aux seuls prélèvements sociaux. Donc aujourd'hui 17,2, ça peut évoluer avec le temps, ça a déjà évolué, C'est vrai. mais aujourd'hui 17,2%.
Donc ça, c'est le premier des points, donc c'est de prendre date. Donc je pense que sans donner de conseils en investissement, parce que on peut pas se permettre de le faire ici, on n'est pas conseiller en investissement, mais par contre, je pense qu'on peut quand même donner le conseil à tous ceux qui nous écoutent. Je pense que c'est intéressant pour tout le monde, tout le monde, tout le monde, d'ouvrir un PEA avec simplement 10 ou 50 euros et au moins de prendre date. Et après, on voit si on investit ou si on n'investit pas, on fait les choses, mais au moins on aura déclenché le compteur. C'est ça? Exactement. Bah, tu fais bien de le préciser. Et puis c'est vrai que j'étais parti à fond la caisse et tu fais bien de donner de la structure dans tout ça. Donc j'ai un peu précisé mes propos. On ouvre le PEA, donc comme tu as dit, on met les 10 euros qui vraiment valent le coup d'être mis, puisque comme tu l'as dit, on bénéficiera des avantages fiscaux 5 ans après, que ce soit sur ces 10 euros-là ou même sur les sous que vous alimenterez à la 5e année ou même à la 6e année. Les plus-values que vous ferez avec les 10 000 euros que vous aurez ajoutés en 2025 ou en 2026, ben, vous pourrez bénéficier de ces abattements, enfin pas de ces abattements, mais de juste payer les prélèvements sociaux dessus. Ensuite, sur la période des 5 ans, il faut bien être conscient que donc vous pouvez alimenter votre compte. Et il y a souvent quelque chose que les gens ne comprennent pas. Ils se demandent, oui, mais du coup, je vais acheter une action typiquement en mai 2021 et je vais être obligé de la garder 5 ans. Ben, en fait, pas du tout. C'est-à-dire que au sein de votre PEA, vous pouvez faire ce que vous voulez. Au sein de votre PEA, vous pouvez acheter, vendre des titres, garder du cash, etc. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est retirer l'argent. Et en soi, vous pouvez le faire, hein, mais si vous le faites, ça va rendre le PEA caduc, et donc il faudra recommencer à zéro, quoi, en termes de déclenchement de la prise de date. D'accord, donc si on retire de l'argent avant cette période de 5 ans, d'une, on est imposé sur les plus-values uniquement toujours, mais au taux maximum, donc Ouais, grosso modo c'est la flat tax, ou c'est ça, alors sauf si on opte pour le barème, c'est ça. et ça entraîne la clôture du plan. Exactement, ça entraîne la clôture du plan. Et alors ça a changé récemment avec la loi Pacte, mais oui, tu as raison de le dire. Donc du coup, si vous retirez de l'argent et que vous avez fait des plus-values pendant ces 5 premières années, ça peut être par exemple, vous avez voulu investir en bourse, vous aviez mis, je sais pas, tant d'argent dans votre PEA, vous en avez gagné tant, et puis vous avez besoin d'argent maintenant pour faire je sais pas quoi, vous voulez vous marier, vous voulez faire un autre investissement de plus grande ampleur, vous voulez partir vivre à l'étranger, vous inquiétez pas, vous pouvez le retirer, mais vous serez imposé, donc vos plus-values seront imposées à hauteur de la flat tax d'environ 30%, quoi. Donc oui. Après, donc tout ça, c'est sur les avantages fiscaux. Moi, je vais vraiment, et je pense que c'est là la plus-value de moi, ce que je vais vous dire, c'est que finalement, l'avantage du PEA, il est aussi dans le fait que pendant 5 ans, vous n'allez pas pouvoir retirer d'argent. Et en fait, mentalement, psychologiquement, c'est super. Parce que si vous ouvrez un compte titre, quand on débute, quand on met un premier pas dans l'investissement, on n'a aucune idée de comment on va réagir à la performance. On n'a aucune idée. C'est-à-dire, vous ne savez pas du tout comment votre cerveau va réagir si vous avez une ligne qui fait plus de 25%. Alors, par ligne, j'entends, si vous avez un investissement qui fait plus de 25%, comment vous allez réagir? Est-ce que vous allez vendre? Est-ce que vous allez garder? Etc. Ou même plus, comme on a pu voir sur l'action Tesla là précédemment, par Bien sûr, exemple, qui a bien sûr, doublé, triplé bien sûr. en un temps record. Bien sûr. Et Ouais. on se demande toujours, mais comment on va réagir? Alors, typiquement, ben, on voit ça pareil avec les crypto-monnaies. Les crypto-monnaies, on parle de des fois 14 000%, etc. Puis on se dit, est-ce que finalement, il y a quelqu'un qui a réussi à profiter de toute l'ampleur de la performance? C'est quelque chose. On pense pas, parce que le cerveau, à un moment, voilà, il déconnecte. Il dit non, mais stop, maintenant, il faut que je prenne mes sous, quoi. Bref, le fait est que le PEA, il donne de la discipline aux jeunes investisseurs. Et je pense que c'est un des avantages dont on ne parle pas assez. Cette discipline-là de mettre un apport en capital constant. Alors, c'est pas du tout obligé de mettre un apport en capital constant, mais généralement, quand on ouvre un PEA, c'est vraiment avec une motivation de pendant 5 ans construire vraiment un capital qui va nous permettre peut-être après 5 ans d'avoir des rentes, entre guillemets, qui soient assez intéressantes, qui commencent à être intéressantes, du moins. Et du coup, vous allez mettre comme ça vos apports. Et comme vous êtes conscient que votre PEA il est étanche et que vous ne pouvez pas retirer, ben vous êtes sûr que l'argent que vous êtes en train de mettre dans votre PEA, vous n'en avez pas besoin. Et vraiment, vraiment c'est quelque chose qui semble tout bête, mais typiquement, quelqu'un qui fera la même chose sur un compte titre, il va avoir tendance à vouloir mettre plus tous les mois, mais du coup, il va peut-être se mettre dans le rouge et il va finalement, un jour ou l'autre, retirer de l'argent. Et du coup, qui dit retirer, ben, il va peut-être devoir vendre un titre que finalement il devait garder sur le long terme. Donc vraiment, s'il y a un avantage au-delà de la fiscalité, parce que finalement, on l'a dit tout à l'heure,
la fiscalité, c'est un avantage, mais finalement, on investit sur des marchés au travers du PEA qui sont peut-être moins performants que outre-Atlantique. Donc ça se compense peut-être, hein, ça, il faudrait faire un Mhm. calcul sur les 20 dernières années, voire, je ne les ai pas fait. Le fait est que s'il y a un avantage indéniable, c'est la discipline. Et c'est hyper important en bourse, on le sait, hein, c'est hyper important d'être discipliné, d'avoir une bonne psychologie dans ses investissements, investir avec conviction pour ne pas remettre en cause ses investissements tous les 2 jours. Ouais, ouais, ouais. Et puis le fait de pouvoir, donc du coup, si on perçoit, par exemple, tu parlais de dividendes, tu vas nous décrire un petit peu plus ce qu'est un dividende, etc., si tu le veux bien. Mais si on reçoit un dividende, donc dans ce plan-là, pendant les 5 premières années, on a des actions de n'importe quelle boîte qui distribue 1, 2, 3% de dividendes. Ça va nous permettre de les réinvestir, donc sans être imposé, du coup, pendant la période des 5 ans. Donc déjà, on bénéficie de la non-imposition en termes de performance, et en plus du réinvestissement. Et on sait très bien que le réinvestissement, donc ça produit ce qu'on appelle les intérêts composés, et qui sont vraiment des multiplicateurs exponentiels de performance. Donc typiquement, je ne sais pas, si on prend un portefeuille avec 10 000 euros dedans, et si on réinvestit à chaque fois le fruit des dividendes, ben, même en dehors de la progression du marché, donc des actions qui peuvent progresser de 5-10% par année potentiellement, hein, en plus, le fait de réinvestir ces dividendes, ça va venir booster ce rendement. Exactement. Alors, les intérêts cumulés ou composés, c'est vrai que c'est une grande, enfin, ça a une importance majeure dans les investissements, quels qu'ils soient d'ailleurs, hein, c'est pas que sur les marchés financiers. Même finalement, l'inflation, c'est aussi cumulé. Donc, c'est assez important de bien comprendre ce que c'est. C'est tout simplement que voilà, si vous faites 100 euros, vous faites 1% de 100 euros, bon, ben, vous allez gagner du coup 1 euro et vous allez prendre 101 euros. Et après, si vous refaites 1%, ben, ce sera pas 1% de 100, ce sera 1% de 101, donc ce sera un peu plus que 1. Et donc, du coup, vous allez comme ça venir à augmenter vos performances tous les mois, peut-être, enfin, même tous les jours, vous allez venir à augmenter votre performance en augmentant votre capital. Alors, rebondir sur plusieurs choses que tu as dites par rapport aux dividendes. Donc oui, tu l'as bien expliqué. Les dividendes, donc c'est une partie des bénéfices d'une société que la société justement avec la décision et l'accord de ses actionnaires lors d'assemblée générale, elle peut décider donc de verser une partie de son résultat à ses actionnaires sous la forme donc de dividendes. Mhm. Alors, généralement, sur les sociétés du CAC 40, ça représente entre 40 et 60% du résultat de l'entreprise. C'est-à-dire que tous les ans, une entreprise va verser 40 à 60% de son bénéfice à ses actionnaires au lieu de le réinvestir dans son business, finalement. Oui, parce qu'il y a deux types de sociétés. Si je dis pas de bêtises, il y a les sociétés à valeur de croissance, typiquement, qui me viennent à l'idée. Alors là, ce qui sont hors cadre du PEA, mais les GAFA, qui eux ne versent peu enfin ou pas ou quasiment Voilà, peu de dividendes, qui réinvestissent tout, et qui voient, par contre, qui misent sur vraiment le développement de la boîte, et qui voient la contrepartie, c'est l'action, le prix de l'action qui va monter. Ou alors les boîtes peut-être un peu plus anciennes, solides, qui elles sont des boîtes dites de rendement. Et donc il y a ces deux types d'investissements possibles, quoi. Soit sur les valeurs de croissance, soit sur les valeurs de rendement. il y en a d'autres. On peut citer le value, par exemple, aussi, qui nous conduit à investir dans des entreprises sous-valorisées. Mais c'est vrai que, bon, rendement, croissance, c'est deux choses qu'on distingue, en effet. Alors, il faut bien comprendre que les intérêts composés, ils fonctionnent aussi pour l'entreprise, hein. Donc, c'est-à-dire que l'entreprise, elle monte un business, elle fait 100 000 une année. Si elle reprend ce résultat et qu'elle réinvestit dans ses actifs, etc., elle aussi, elle est censée pouvoir bénéficier de ses intérêts cumulés aussi. Donc on se dit quelque part, est-ce que ça vaut le coup de percevoir des dividendes? D'autant plus que certes, on ne va pas être doublement imposé sur le dividende, mais quand on va le recevoir dans notre PEA, si on veut le réinvestir, on va repayer des frais de transaction quand même. Et ça, c'est pas négligeable sur le long terme. Le fait est qu'il y a une grande théorie très importante autour des dividendes qui a été étudiée plein de fois, qui s'appelle le dividend puzzle, donc le puzzle des dividendes, Ok. qui aurait tendance justement à mettre un petit peu une balle dans le pied des stratégies de rendement, qui se basent sur le principe comptable en fait du versement de dividendes, qui est tout simplement que quand une entreprise décide de vous verser un dividende, c'est finalement de l'argent donc qu'elle ne remet pas dans son business. Donc finalement, chez l'actionnaire, c'est Mhm. un gain d'argent immédiat, mais une perte aussi d'argent immédiate aussi. Donc c'est-à-dire qu'au même moment où il reçoit les dividendes, comme l'entreprise, elle dépense finalement de l'argent pour verser ces dividendes-là,
la valeur de cette entreprise diminue puisque l'argent vient de sortir de l'entreprise. Oui, ça c'est, si je dis pas de bêtises, ce que tu expliques, c'est intéressant de le voir, c'est le phénomène donc du détachement du dividende. Exactement. Si une entreprise, disons Total, qui a une valeur à 100, hein, je dis des chiffres totalement au hasard, l'action a un cours de 100, verse 5%, donc 5 euros de dividende chaque année. Le moment où cette entreprise va verser son dividende de 5%, donc là en l'occurrence dans cet exemple de 5 euros, la valeur de l'action, elle vient diminuer dans le même temps de 5 euros. Exactement. C'est juste un ajustement mécanique, c'est comptable, puisque c'est juste de l'argent qui sort de l'entreprise, donc l'entreprise perd un peu de valeur. D'accord? Mais on va dire que s'il y a une citation que vous devez retenir pour justement essayer de comprendre pourquoi il y a des gens qui font des stratégies de rendement et pourquoi les actionnaires demandent à l'entreprise d'avoir des dividendes, au lieu de juste continuer de réinvestir sans cesse dans l'entreprise, etc., c'est que toutes les entreprises n'ont pas la même capacité de pénétration de marché. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont, comme tu l'as dit, déjà développées, Mhm. et les actionnaires, ils ont plus un intérêt à avoir de l'argent maintenant en cash que de laisser l'entreprise réinvestir sur elle-même et de peut-être se développer dans un marché qui est déjà, on va dire que l'entreprise s'est déjà bien établie sur ce marché-là. Donc en fait, c'est toujours la question de savoir est-ce que l'entreprise va faire de meilleurs investissements que vous. Donc, est-ce que vous allez faire un meilleur choix avec ce dividende-là, ou est-ce que finalement, mieux vaudrait que l'entreprise garde cet argent-là et le réinvestisse finalement pour vous dans son propre business. Et c'est pour ça que ça a encore moins de sens quand finalement on perçoit un dividende et qu'on le réinvestit dans la même société. Finalement, elle nous donne l'argent et on lui rend, quoi. Donc, et entre-temps, il y a eu les frais de transaction. Mais bon, on va retenir une citation qui est un tien vaut mieux que deux tu l'auras. C'est ce que j'aime bien dire. Donc voilà. Eh ouais. Le dividende, bon, il y a une grande question autour de justement son détachement et est-ce qu'on s'enrichit vraiment avec les dividendes. Voilà, il faut retenir cet enrichissement quand même qui est assez intéressant. On a du cash qui tombe sur notre PEA et c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Maintenant, c'est vrai que si vous le réinvestissez constamment dans la même entreprise, ben c'est vrai que bon, ben, finalement, vous n'avez pas le choix parce que c'est pas vous qui allez décider, qui allez dire à l'entreprise arrête de verser des dividendes et remets tout dans ton business. Donc vous êtes finalement, si vous avez investi dans la société, c'est que les actionnaires, de manière générale, ont décidé qu'ils ont versé les dividendes. Vous n'avez pas le choix, vous allez les percevoir. Après, si vous voulez les réinvestir, vous allez les réinvestir. Mais voilà, il y a toute une question. Je voulais un peu vous donner des éléments, des éléments à ceux qui nous écoutent autour de cette question du dividende puzzle. Vous laissez pas faire quand quelqu'un vous dit les stratégies de rendement, c'est pourri, ça sert à rien puisque justement il y a cet ajustement mécanique, donc vous vous enrichissez pas. Et ne vous laissez pas faire pareil par quelqu'un qui va vous vendre une stratégie de rendement comme étant la chose la meilleure qui a été inventée et qu'il faut investir que dans des entreprises qui ont des rendements intéressants. D'ailleurs, en Europe, quand on regarde le rendement moyen des sociétés sur lesquelles on peut investir au travers du PEA, ben, généralement, ce n'est pas des versements de dividendes qui sont extraordinaires. On peut faire bien mieux en Amérique. Donc, finalement, dans le PEA, faire une stratégie de rendement, alors déjà que le PEA en plus est plafonné à 150 000 euros, hein, donc faire une stratégie de rendement au sein d'un PEA, c'est quelque chose qui se réfléchit quand même à deux fois, hein, parce que c'est pas forcément justement ni la région géographique pour le faire, euh, ni finalement le montant, le plafond, il est un peu embêtant pour les stratégies. Et donc comment on fait? On se mettrait d'ailleurs, je rebondis juste sur le plafond des 150 000 euros que tu dis, c'est très intéressant d'un point de vue là vraiment technique encore pour aller plus loin sur ce véhicule fiscal qui est intéressant, qui est le PEA. C'est bien le plafond des 150 000 euros, c'est bien l'abondement du compte, hein. C'est pas la valorisation, c'est-à-dire qu'on peut investir jusqu'à 150 000 euros. Par contre, si X années après, la valeur du portefeuille vaut, je sais pas moi, 1 million, c'est tout à fait OK, hein. Bien C'est sûr, vraiment, bien sûr. c'est vraiment l'apport de l'argent, c'est bien ça. Bien sûr, mais c'est juste qu'on va dire qu'en dessous de 50 000 euros, quoi, en fait, généralement, votre apport, il représente plus que votre performance. Bien sûr. Voilà. Après, c'est vrai que sur des montants comme ça, oui, en effet, si le PEA se valorise à 250 000 euros, il n'y a aucun problème. On ne va pas vous vendre vos titres. Et du coup, alors pour en revenir sur cette question là de la stratégie à dividende, donc on a compris un petit peu le mécanisme. Qu'est-ce qu'on fait? On va dessus parce que, enfin, personnellement, je sais que j'ai un PEA avec une dizaine de lignes. Je pense que
la majorité des boîtes versent des dividendes, hein, qu'ils soient de 0,5% à 3-4% ou plus. Oui. En fait, ce que je viens de vous expliquer, et c'est justement ce que des gens, certaines personnes ne comprennent pas forcément, c'est que ça, c'est théorique. Enfin, c'est-à-dire que c'est une réalité. Si vous aviez un pouvoir de décision et sur la société, ça aurait un intérêt de réfléchir sur tout ça. Mais la vérité, c'est que vous choisissez une entreprise et que cette entreprise, elle verse ou non des dividendes. Donc, vous devez de l'accepter. Après, quand vous regardez la performance, enfin, les dividendes, de manière générale, ils vont aussi vous enrichir. Mais, enfin, on va dire, c'est que vous les percevez ou non, ça va vous enrichir, entre guillemets, un peu de la même façon. Mais là, quand vous investissez au travers d'un PEA et que vous dites, ah, je veux faire une stratégie de rendement, c'est-à-dire que je vais sélectionner que des entreprises qui versent, je sais pas, plus de 4% de dividendes par an, ça peut être quand même tout à fait intéressant dans la pratique. Dans la pratique, c'est tout à fait intéressant de faire ça. Et d'ailleurs, on le sait quand on regarde, par exemple, le CAC 40 GR, donc Gross Return, qui intègre les dividendes et donc qui fait en sorte qu'en fait, à chaque fois qu'un dividende d'une des sociétés du CAC 40 est versé, il est réinvesti dans l'indice du CAC 40, eh bien, on voit que la performance du CAC 40 GR est bien plus intéressante que la performance du CAC 40 qui, elle, ne prend que en compte les valorisations des titres. Donc, Des boîtes, oui, c'est ce qu'on disait avec les, voilà. les réinvestissements des dividendes, avec ce fameux effet des intérêts Voilà, composés qui fait vraiment complètement. la boule de neige de façon exponentielle à Complètement. force du temps. Donc, par exemple, toi, pour rebondir, pour conclure sur ta question, Ismaël, ces boîtes, tu les choisis pour leur structure financière, pour leur développement. Après, de toute façon, on l'a dit, c'est par rapport à leur résultat net. Leur résultat net ensuite, toi, tu juges ce résultat net. Ensuite, c'est à la boîte de décider si elle va en verser une partie ou pas, ou si elle va réinvestir. Dans tous les cas, la boîte, c'est vrai que ça peut être intéressant de percevoir directement de l'argent, mais au final, on s'y retrouve à peu près pareil que si elle n'en versait pas. Donc, c'est tout à Bien fait sûr. intéressant d'avoir des boîtes qui versent des dividendes. Et puis, pour les gens qui ont un capital, alors, et c'est là le vrai avantage de faire une stratégie de rendement, c'est que pour des gens qui ont un capital qui leur permet de percevoir annuellement des dividendes qui représentent une somme intéressante. Typiquement, c'est vrai que faire une stratégie de dividende avec 2000 € pour percevoir une dizaine d'euros par an, c'est pas forcément intéressant. Mais quand on commence à avoir un PEA de 80 000, 90 000, 100 000 euros, ben, toucher des dividendes, ça vous permet de recevoir une rente sans vendre vos titres. Parce que l'autre type de revenu en bourse, c'est la plus-value, mais la plus-value, il faut vendre vos titres pour la percevoir. Donc finalement, et c'est pour ça que les gros actionnaires, qui sont finalement des gens qui ont beaucoup de capitaux et qui ont envie de Mhm, récupérer une mhm. rente de leurs investissements sans vendre leurs lignes, ben, ils demandent aux sociétés de leur verser des dividendes. C'est pour ça qu'ils le font tout simplement. D'accord. Donc ça peut être intéressant dans le cadre du PEA, déjà de prendre date, on le répète et encore au plus tôt, déjà pour pouvoir bénéficier d'une part de l'imposition la plus avantageuse, deuxièmement d'avoir les différentes possibilités de vendre et de ressortir les titres, enfin en tout cas les fruits des actions vendues comme on le veut sans entraîner la clôture du compte, mais ça peut être intéressant de peut-être mixer les stratégies en fonction d'une, de notre âge et deux, de nos objectifs. Peut-être Complètement. quelqu'un qui a investi à 20 ans, 30 ans, il a peut-être intérêt à plus se porter sur des valeurs de croissance. En tout cas, pas spécialement, il n'est pas forcément intéressé à développer tout de suite maintenant une stratégie de rendement. Par contre, quelqu'un qui se rapproche un peu plus de la retraite, etc., à 40, 50, 60 ans, lui, ça peut être peut-être pertinent en fonction de sa situation de se constituer un portefeuille un peu plus de rendement pour s'assurer une rente supplémentaire, compenser un niveau de vie qui diminuerait éventuellement à la retraite, etc., etc. Bien sûr. Et c'est pour ça que, ben après, en fait, il y a cette histoire de versement ou non. Mais en fait, finalement, ce qu'on remarque, c'est que généralement, ce sont des entreprises qui se sont déjà bien installées dans leur marché, qui décident d'avoir un taux de distribution. Donc, le taux de distribution, c'est le montant la part du résultat net qu'elles vont verser en dividende. Généralement, c'est sur des entreprises qui sont déjà bien installées dans leur secteur, qui vont décider de verser des dividendes parce que l'entreprise qui, elle, est une entreprise de croissance, elle va vouloir garder le maximum de capital pour justement pénétrer son marché à vitesse grand V. Et finalement, peut-être que l'actionnaire a plus intérêt à laisser la société faire ça, puisqu'il va en bénéficier derrière de manière plus importante avec les plus-values, avec l'augmentation du prix de son titre. Donc, en Bien effet, sûr, oui. tu l'as dit. Et après, pour reprendre
les rotations de stratégie de portefeuille, tu es absolument dans le vrai à ce niveau-là. C'est-à-dire que déjà, il y a cette question de savoir votre profil d'investissement, sur quel terme vous souhaitez investir, quel montant vous allez apporter tous les mois dans votre portefeuille et quel âge vous avez aussi en termes du risque que vous pouvez vous permettre et de ce que représente le capital que vous avez investi par rapport à votre capital total. On peut, au cours de sa vie, vraiment faire des changements de stratégie du tout au tout. Hein, et c'est vraiment, c'est absolument vrai ce que tu dis. Ok, super intéressant. Dans le cadre du PEA, donc on l'a dit, tu l'as dit, on reste sur des valeurs, donc des actions de boîtes européennes, françaises et européennes. Est-ce que on a la possibilité d'aller un petit peu sur les marchés américains ou autres, au travers notamment les ETF? Oui, alors les ETF, c'est vrai que c'est justement un produit financier. Alors les ETF, c'est des OPCVM, et souvent c'est des SICAV, c'est-à-dire qu'en fait, bon là j'utilise des termes juridiques qui servent à rien, mais en gros c'est des fonds d'investissement, donc qui permettent d'investir dans plusieurs sociétés en achetant un seul titre. Donc typiquement, vous allez avoir un secteur d'investissement qui vous intéresse, on va dire les semi-conducteurs, et puis vous n'arrivez pas à vous décider ou vous n'avez pas forcément les outils et la capacité, les compétences pour choisir quelle entreprise parmi tant d'autres se démarquera dans ce secteur-là, ben vous allez faire le choix d'investir dans les semi-conducteurs et pas dans une entreprise. Et donc pour ça, il y a des fonds d'investissement donc, qui sont développés et d'ailleurs qui ont des frais très très avantageux et qui vous permettent juste en achetant par exemple une part d'un ETF d'investir dans un nombre conséquent de sociétés, d'un secteur en particulier ou d'un marché en particulier. D'accord, donc un ETF, c'est un fonds qui, lui, achète une multitude d'actions et donc ce fonds donc, réplique un petit peu la moyenne de l'ensemble des actions qu'elle détiendrait. Ça permet en un seul titre d'être un peu diversifié. Exactement. S'il y a une boîte qui fait faillite parmi toutes les autres ou qui se retrouve en défaut de paiement, etc., ben, vous aurez moins de chances que ça vous impacte votre investissement, quoi. Ok, et donc dans le cadre du PEA, on peut bénéficier donc du coup des ETF qui seraient, je sais pas moi, fournis par un fonds français et ou européen, mais qui répliqueraient des actions américaines par exemple. Ça existe? Oui, c'est ça. Alors, pour le coup, c'est généralement de la réplication synthétique, en fait. Parce qu'il y a une obligation pour les OPC, pour qu'ils soient admissibles au PEA, pour que ces fonds d'investissement soient admissibles au PEA, il faut qu'ils soient investis à une certaine hauteur. Je crois que je sais plus exactement, mais il me semble que c'est 75%. Il faut ils aient 75% de titres européens, en fait, finalement. Ok, Mais par contre, en fait, ce qu'ils ont développé, c'est des ETF à réplication synthétique. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, et là, je vais pas rentrer dans les détails parce que déjà, de un, c'est quelque chose qui nécessite vraiment de comprendre ce que c'est que les swaps, etc. Donc, des produits financiers enfin, des méthodes financières un peu avancées. Mais en gros, ils vont répliquer la performance d'entreprises d'autres régions géographiques en d'accord. détenant des titres européens. Chose qui, quand même, quand on y réfléchit, c'est un peu bizarre, quoi. Et donc, ça vous permet finalement de vous exposer à la performance parce qu'il il faut pas croire que vous êtes du coup actionnaire des entreprises que détient le TF. Hein. Mais vous allez juste répliquer la performance de ces entreprises étrangères. Donc typiquement, si c'est le Nasdaq, le marché du Nasdaq, donc, et plus particulièrement le Nasdaq 100, donc les 100 plus importantes, les 100 plus influentes valeurs technologiques américaines et autres qui vous intéressent, et que vous êtes là avec votre PEA et que vous dites ah purée mais moi je veux investir dans le Nasdaq, comment je fais, ou dans le S&P 500, ça pourrait être dans le S&P 500 aussi, ben, ces ETF à réplication synthétique vont être intéressants. Et en plus, donc, ils ont des D'accord. frais de gestion vraiment avantageux. Généralement, et je vais donner le nom de deux émetteurs, typiquement, donc Lixor et Amundi, mais bon, Amundi vient de racheter Lixor, donc maintenant, voilà, c'est finalement la seule et même entité, mais bon, il y a quand même Amundi et Lixor qui, eux, créent des ETF. Vous allez Mhm, payer 0,4% ou 0,5% de frais par an mhm. pour justement investir dans toutes les sociétés de l'indice qui sont en train de répliquer. Donc, par exemple, tout à l'heure, on parlait du S&P 500 et du Nasdaq. Et donc, vous allez pouvoir, voilà, si le Nasdaq fait 15% dans l'année, votre portefeuille va lui aussi faire 15%. Mais vous n'êtes pas propriétaire des titres. D'accord, et c'est la grande différence avec les actions en direct, etc. Donc c'est une méthode pour se diversifier. Par contre, c'est de la réplication synthétique et on n'est pas en action en direct. Donc ça a quand même ses limites, même si ça permet
de nouvelles choses, quoi. Complètement. Et même si c'est de la réplication physique, c'est-à-dire parce que vous pouvez avoir très bien un ETF qui investit dans les énergies vertes européennes. Mais même Mhm, quand c'est de mhm. la réplication physique, quand l'ETF détient en effet vraiment ces titres en portefeuille, même à ce moment-là, ce n'est pas vous qui êtes propriétaire de ces titres-là, mais bien l'ETF. Donc typiquement, ça va donner un transfert de pouvoir à l'ETF, parce que c'est lui qui va avoir la capacité, enfin c'est le gestionnaire de l'ETF qui va avoir la capacité d'être influent en assemblée générale sur les votes, etc. Après aussi, c'est l'ETF qui va percevoir les dividendes, puisque c'est lui qui est propriétaire des titres, et c'est à l'ETF, enfin au gestionnaire de l'ETF, de choisir s'il va faire un ETF plutôt qui verse ses dividendes aux gens qui ont participé à la construction de cet ETF, donc vous et moi, quoi. Ou alors ils Mhm, vont mhm. décider de le réinvestir. Et ça aussi, c'est quelque chose d'assez important quand vous investissez dans un ETF. Regardez si ce dernier verse les dividendes ou si il capitalise, quoi. C'est-à-dire qu'il les réinvestit Ok. constamment. Bah écoute, super intéressant. Merci Étienne pour toutes ces explications bien détaillées, bien précises. D'une façon générale, toi, quel conseil tu pourrais donner à un investisseur, soit qui veut se lancer dans la bourse au travers un peu aujourd'hui, ou alors qui est déjà un petit peu dans la bourse, quel conseil tu pourrais donner? Déjà, comprendre, enfin, il faut bien comprendre, et je bégaye un peu, hein, même tellement c'est important, il faut bien comprendre que vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas vous quand vous commencez à investir, donc vous connaissez pas vos réactions et tout ça. Donc, vous comprenez pas comment vous allez réagir à la performance, comme je disais en début de vidéo. Donc ça, vous pouvez pas lire des livres de psychologie et arriver sur les marchés prêts. Donc faut bien être conscient qu'il y a un moment où vous allez vous poser des questions et même si vous vous formez le plus possible, la pratique elle est nécessaire. Donc il y a bien un moment où vous allez devoir mettre l'argent sur votre PEA ou sur votre compte titre et investir. Ensuite, ce que je conseille de faire, c'est de trouver des émetteurs de données financières qui vous plaisent et que vous arrivez à lire que vous formez un petit peu sur comment est structurée une entreprise, que ce soit compte de résultats et bilan, et que vous trouviez un émetteur de données qui vous plaise. Typiquement, moi, je regarde énormément les données sur Zone Bourse, qui achète leurs Mhm. données financières à S&P, enfin au Standard & Poor's, et apprendre à lire ces données et pouvoir être capable juste de comprendre si une entreprise a des red flags ou pas, c'est-à-dire des drapeaux rouges. Est-ce qu'il y a des signaux alarmants sur la santé financière de l'entreprise? Si vous faites juste, vous vous formez à ce petit travail-là, et que ensuite vous investissez dans vos actions, dans vos titres avec conviction, puisque vous êtes certain que vous n'êtes pas certain que c'est l'entreprise qui va faire la plus grosse performance de l'année. Mais ce que vous êtes certain, c'est que cette entreprise-là, dans laquelle vous êtes en train d'investir, elle est plutôt saine et qu'en plus, elle est dans un secteur qui, pour le coup, vous plaît énormément. D'accord. Typiquement, moi, je vais finir là-dessus, je suis très intéressé par les énergies vertes, les semi-conducteurs et l'automatisation de tout type de procédés. Ben, je vais Mhm. diriger mes investissements dans ces secteurs-là. Après, je vais utiliser mes capacités d'analyse des comptes de résultats et des bilans et des tableaux de flux de trésorerie pour justement regarder parmi ces sociétés de ce secteur et dans la région géographique dans laquelle je peux investir, typiquement en Europe, donc parmi ces acteurs-là, lesquels sont en meilleure santé. Et je ne vais pas regarder Mhm. forcément lesquels ont fait les plus grosses performances les années précédentes. Je vais regarder lesquels ont le moins de risques de faire faillite. D'accord, donc tu es plus porté sur, en quelque sorte, l'analyse fondamentale d'une boîte Complètement. et sans aller peut-être, aussi loin et donc tu l'as cité, donc déjà trouver Son émetteur de données, c'est très son important. émetteur de données, voilà, donc de ressources. Donc là, tu cites Zone Bourse. Si je dis pas de bêtises, donc l'émetteur de données, ça peut être sur le site de Boursorama où on voit tout un tas d'indicateurs sur l'entreprise, la Voilà. viabilité, la santé, etc. Et donc, sans forcément faire une analyse fondamentale extrêmement poussée, chose que tu recommandes quand même, est-ce que toi, tu as à titre personnel deux, trois critères comme ça très importants qui sont, comme tu dis, là, tes drapeaux rouges, tes red flags, Des critères, euh, donc des critères financiers, des critères des multiples. Donc du coup, tu me parles de bien. critères financiers. Ok. Ben en fait, suivant ces critères financiers, donc qu'on appelle des ratios ou des multiples, souvent qui nous permettent de comparer très rapidement des entreprises. Il en existe plein. Et puis vous allez en regarder et en surpondérer certains en fonction de votre stratégie. Donc typiquement, tu parlais de stratégie de rendement ou de croissance. Ces deux choses ou ces deux stratégies différentes, on va aller regarder
on va s'intéresser à des ratios différents dans ces entreprises. D'accord, d'accord. Moi, ce que je vais regarder, c'est surtout la structure du bilan. Donc, c'est vrai que quand on parle de compte de résultat, par exemple, on va avoir la performance de l'entreprise, donc on va pouvoir regarder les marges et tout ça, si elle arrive à faire du bénéfice net grâce à son chiffre d'affaires, etc. Mais moi, je vais plutôt regarder dans le bilan. Dans le bilan, typiquement, et là, je suis désolé, je vais être obligé de rentrer un petit peu dans les termes, mais qui peuvent vous parler chinois ou alors qui sont des termes que vous connaissez déjà, mais finalement qui sont quand même des termes qui sont très abordables et qu'on peut comprendre très rapidement. Hein, en quelques semaines et tout ça, sur Internet, maintenant, on trouve tout. Je regarde énormément le PBR, donc le Price to Book Ratio, c'est-à-dire qu'on compare la valeur de l'entreprise en bourse à sa valeur économique, et donc en fait à son actif net. Donc D'accord. finalement, c'est ce qu'elle vaut réellement. Si vous comparez donc la valeur en bourse de l'entreprise à sa valeur si vous vendiez tous les actifs, c'est-à-dire si vous vendiez toutes les possessions de l'entreprise et que vous remboursiez toutes les dettes, ce qui resterait finalement quelque part à quelques chiffres près parce que bon, c'est un peu plus complexe que ça, mais vous aurez la valeur comptable de l'entreprise et j'aime toujours quand même comparer la valeur boursière de l'entreprise à sa valeur comptable. C'est très Donc important. typiquement, McDonald's est coté, je sais pas combien, 50 € l'action. Je dis des chiffres au hasard. Il y a 10 000 actions, ça fait 500 000 euros. Bon là les chiffres sont vraiment pas adaptés, Oui, mais non. grosso modo, si on vend toutes les boutiques de McDonald's, toutes les fournitures, toutes les machines, tous les bâtiments, tout l'immobilier qu'ils ont, etc., etc., on arrive à une certaine somme. Et donc basé sur cette valorisation, est-ce qu'on est au-dessus ou pas, c'est ça, le PBR? Exactement. C'est donc le PBR, comme c'est la valeur en bourse sur la valeur économique. Généralement, on est sur des valeurs supérieures à 1, puisque la valeur boursière de l'entreprise, elle est plus importante que sa valeur économique, parce que les gens, au travers d'un investissement dans une entreprise, ils achètent les résultats futurs. Ils n'achètent pas les résultats de cette année. Ils achètent les D'accord. résultats futurs. Et c'est quoi donc la différence avec ce qu'on appelle comme indicateur qui revient souvent comme critère, c'est l'analyse du PER. C'est quoi Alors, la différence? le PER, c'est vous comparez la valeur de l'entreprise à son résultat net, à ce qu'elle génère, sans avoir aucune idée de la structure de son bilan. Parce que justement, dans le PER, les deux termes financiers qui interviennent, c'est la capitalisation boursière et le résultat net. Et le résultat net, c'est juste le bénéfice net donc de la société, c'est ce qu'elle arrive à générer comme D'accord. Donc argent. le PER, c'est un indicateur sur le résultat de l'année et le PBR, c'est un indicateur vraiment sur la valeur, on va Intrinsèque dire, intrinsèque de économique. l'entreprise. Voilà. Donc ce sont deux indicateurs, par exemple, complémentaires pour le coup. Ce sont deux indicateurs de valorisation, parce que des Mhm. indicateurs, il y en a plusieurs, on les catégorie, quoi, on les met dans des cases. Les deux sont des indicateurs de valorisation. Et D'accord. les deux sont intéressants, mais de manière générale, il faut bien comprendre que de la même façon, les ratios, il faut savoir déjà de un comment ils sont construits. Mhm. Ça suffit pas de dire ah le PBR est de 3, j'achète pas, ah le PBR de 2,5 et machin. Déjà, il faut comprendre que quels sont les éléments financiers qui interviennent dans le calcul de ce ratio, comment ils ont été calculés, et regarder leur évolution sur un nombre conséquent d'années. Donc, généralement, en France, c'est très difficile à avoir accès à plus de 5-6 ans en arrière. Donc, on se contente de ça. Et puis, surtout, le comparer à des entreprises du même secteur. Donc là, pareil, vous allez sur Zone Bourse, vous rentrez le nom d'une société, typiquement Danone, vous allez dans l'onglet Société, et puis sur la droite, vous allez voir le secteur d'activité dans lequel cette entreprise est référencée. Vous cliquez sur le secteur en question, et là, vous allez avoir une liste de toutes les mêmes sociétés du même secteur et même outre-Atlantique et même en Asie, etc. Et vous allez pouvoir comme ça comparer, en allant après dans l'onglet finance de chaque boîte, les différents ratios dont on parle et savoir si telle entreprise a une valorisation bien plus importante que son actif net qu'une autre entreprise du même secteur. Donc le PBR, très très intéressant. Je regarde aussi le Quick Ratio, qui est finalement comparé à court terme donc les actifs de l'entreprise et les dettes de l'entreprise, mais on parle des actifs et des dettes court terme. Donc en fait, c'est voir si l'entreprise arrive à bien gérer ses cycles d'exploitation. Parce que, et là je vais vous apprendre peut-être quelque chose, une entreprise peut faire beaucoup d'argent, peut avoir un produit Ouais. qui se vend très bien, peut faire de Mhm. très bonnes marges sur ce produit-là, elle peut Mhm. couler la boîte si elle gère pas bien ses fonds de roulement. Et alors, en fait, qu'est-ce que c'est que les fonds de roulement? Typiquement, quand moi je vends un livre, il faut que je l'imprime, donc il faut que je paye mon imprimeur. Et puis celui à qui j'ai vendu le livre, par exemple la Fnac, ils vont me payer aussi. Mais il peut y avoir des délais de paiement. La Fnac, ils vont me payer tous les 2 mois.
et enfin, ils vont me payer 2 mois plus tard pour le fruit de mes ventes actuelles. Et l'imprimeur, pourtant, il va falloir que je le paye de suite. Et oui, donc si ton flux de trésorerie d'un moment donné, ça suit pas, etc., que tu es en négatif, là, tu peux te retrouver coincé alors que tu avais un business qui était rentable, etc., Exactement, etc. alors que je vends des livres. Et donc ça, c'est extrêmement important. Et ça, on le voit, on l'étudie à travers du quick ratio et on compare donc les actifs de court terme, donc les actifs circulants, aux passifs circulants et on vérifie que justement, suivant le secteur de l'entreprise, on est plus ou moins exigeant, mais on vérifie que ce quick ratio est supérieur à 1. Donc on Ok, vérifie qu'en fait, il y ait plus de gens qui doivent de l'argent à l'entreprise sur le court terme que l'entreprise ne doive d'argent à ses fournisseurs sur le ok, court terme. super intéressant, le quick ratio, un autre critère. Voilà. Sur toutes ces boîtes-là, parce que je me dis que, allez, même moi, hein, quand j'ai investi sur le PEA, j'ai jamais fait ces analyses aussi poussées. J'ai pris les actions du CAC 40 qui sont là les dividendes aristocrates un petit peu, donc les gros mastodontes qui sont valorisés d'une certaine au-dessus d'une certaine valeur, qui versent des dividendes depuis plus de 20 ans et de façon croissante. Alors c'est pas forcément celle qui verse le plus de dividendes, Non. mais c'est quelque chose de solide. Et je me dis que sans faire toutes ces analyses financières poussées qui peut-être devraient être essentielles, je me dis que les grosses boîtes du CAC 40 ont quand même une solidité de par nature, hein. C'est peut-être un biais que j'ai, mais de par nature, et peut-être une stratégie un petit peu comme ça, DCA, Dollar Cost Average, Mm. où on met un petit peu tout le temps, ça peut s'avérer peut-être payant comme ça sur le long terme. Oui, mais alors ce que tu dis, c'est en fait, on parle de la même chose, hein. Quand tu dis sur une stratégie de rendement, je prends les aristocrates, c'est-à-dire que je prends une entreprise qui verse des dividendes depuis plus de 20 ans, qui a un taux de distribution de temps et qui représente un rendement de temps, c'est-à-dire que le dividende par rapport à la valeur de l'action vaut tant. Ben là, tu es en train de me donner des ratios financiers. Et les ratios financiers que tu es en train de me donner, à la différence que moi, je te parle de ratios de valorisation et de ratio de solvabilité pour le quick Mhm. ratio, de liquidité pour le quick ratio. Toi, tu me donnes des ratios de rendement. Mais c'est la même chose. Et la quantité d'information et la complexité de l'information est la même. Mhm, Parce mhm. que pour moi, pour comprendre ce que c'est qu'un dividende, je suis désolé, mais il faut forcément savoir à peu près comment est construit un bilan et de où vient ce dividende, de où il rentre et de où et pourquoi il sort et vers qui il va. Et quelles en sont les conséquences? Ouais, bien sûr. Finalement, pour une stratégie de rendement, et c'est pour ça aussi que cette stratégie-là de rendement, elle est aussi, elle intéresse autant les gens, c'est qu'ils ont cette impression un petit peu comme l'immobilier c'est de la pierre, ben le rendement, enfin l'immobilier c'est de la pierre, ils peuvent le toucher, les rendements Mhm. ils vont le percevoir, ils vont le voir, c'est des chiffres simples, ils ont l'impression que c'est hyper simple et que le reste est compliqué. Alors que les ratios de valorisation et regarder la solvabilité d'une entreprise, on est sur le même niveau de complexité, mais vraiment. Donc, il faut savoir que vraiment, le seul, là où c'est complexe en bourse, c'est de faire de l'évaluation financière, c'est-à-dire de déterminer le prix, le juste prix d'une action en fonction de différents critères. Ça Ouais. demande de l'analyse statistique, ça demande des réflexions plus poussées où là, vous n'avez pas forcément envie d'aller. Mais les valorisations par multiples, donc par ratio, c'est extrêmement simple et ça porte ses fruits quand même ça évite de faire des erreurs. C'est pas forcément, ça va pas forcément vous permettre, encore une fois, d'avoir le portefeuille le plus extraordinaire, mais ça va vous éviter de faire des erreurs. Ça limite les risques, ouais. Ça Voilà, évite de se mettre trop en danger, ça limite les risques et c'est une bonne méthode pour se couvrir, ouais. exactement. Est-ce que sur tout ce sujet-là, donc de l'investissement en bourse, sur le marché des actions et peut-être en particulier le PEA ou pas, hein, d'ailleurs, est-ce que toi tu as des ressources à recommander pour se former, que ce soit des ressources littéraires, etc. Bien évidemment, tu vas pas le faire, j'imagine, mais moi je le fais. Moi je recommande ton livre forcément, donc débuter en bourse, comprendre et investir sur les marchés financiers. Et en plus de ton livre, est-ce que toi tu as d'autres ressources annexes à recommander Je le fais aussi. Je le recommande, mon livre. Je suis pas fou. Non, mais c'est vrai que oui. Bah, pour les tout débuts, premier pas en bourse, honnêtement, débuter en bourse ou La bourse pour les nuls, ce sont des très bons livres à lire pour vraiment démarrer, avoir vraiment ce filon de A à Y peut-être. Voilà. Savoir de A à Y en bourse. De bons livres. Après de manière générale,
en France, on n'est pas vraiment gâté avec, avec les bouquins. Hein. Il y a vraiment pas beaucoup d'acteurs sur ce milieu-là. Mais il y a quand même quelques bouquins très intéressants, notamment pour moi, ce que je fais de l'analyse fondamentale. Il y a un livre qui s'appelle Corporate Finance, mais qui est en fait finance d'entreprise et qui a été écrit par des professeurs de HEC, qui est extrêmement bien comme bouquin, extrêmement bien construit. D'accord, donc Corporate Finance, est-ce qu'il est disponible en français ou... Ouais, il est disponible en français. Ouais, ouais. Ouais, ouais, Et donc finance d'entreprise, il s'appelle tout simplement en français. ok. Alors moi je l'ai en anglais, corporate finance, mais je sais pas si il porte. Ça veut dire finance d'entreprise, donc j'imagine qu'il porte le même nom en français. En tout cas, je sais qu'il est disponible en français puisqu'il a été écrit par des auteurs français. Et après, on a des grands noms qu'on va aller chercher outre-Atlantique. Alors typiquement, je sais que Benjamin Graham, il y a beaucoup de gens qui le lisent, qui aiment beaucoup. Peter Lynch aussi. Donc, par exemple, L'investisseur intelligent est un très bon livre pour avoir des bases aussi sur justement les ratios de valorisation, le fonctionnement des marchés et surtout l'histoire des marchés financiers, parce que c'est aussi là-dedans qu'on en apprend beaucoup. Ouais, L'investisseur intelligent, donc de Voilà. Benjamin Graham, ça c'est un livre qui revient souvent Ouais. sur les Ouais, recommandations, ouais, parce en que effet. c'est un livre qui a été écrit dans les années 40, si je me trompe pas, et depuis, il a été sans cesse réédité. Et donc, en fait, c'est le seul livre où vous allez pouvoir avoir des analyses très intéressante sur typiquement vous vous dites ah mais est-ce que le PER ça a vraiment une importance. Ben, Mhm. ils vont vous le dire dans le bouquin. Ils ont fait plusieurs analyses. Ils ont fait des portefeuilles fictifs, on va dire, sur des sociétés qui avaient un faible PER, des sociétés qui avaient un fort PER. Ils ont attendu 20 ans. Et en fait, eux, dans le livre, ils ont pu attendre 20 ans parce que ce livre a plus de 50 ans. Et Donc, ouais. euh, donc en fait, vous avez vraiment comment dire, on se voile pas la face en fait avec ce bouquin. C'est-à-dire que c'est factuel. Il va vous dire, ben Ok, voilà, les gens pensent ça, mais sur le long terme, il s'est plutôt montré ça. Et ça, c'est quand même assez intéressant à voir. Donc l'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Après, je vais en recommander un autre. Je vais revenir en France. Édouard Petit pour tout ce qui concerne les ETF, qui est un très bon auteur, qui a vraiment vulgarisé et qui a expliqué qui a rendu accessible toute l'information sur justement les ETF. Et les ETF, avec le livre Épargnant 3.0, c'est ça? à l'épargnant 3.0 et puis aussi créer et piloter un portefeuille d'ETF, qui est son livre, D'accord, c'est le plus intéressant des deux à mes yeux. d'accord. Et puis après, voilà, il y en a plein d'autres. Hein. Top, top, bah c'est cool. Est-ce que tu as des applications coup de cœur que tu utilises au quotidien également avec, ce soit pour piloter tes portefeuilles, pour faire tes analyses ou pour te faciliter la vie, hein, tout simplement? Alors, moi, pour que tout le monde se sache, alors, j'ai mon compte titre et mon PEA chez Boursorama. Alors, les gens diront oui, mais tu as ton compte titre chez Boursorama, tu es jeune, tu pas forcément énormément de capital, c'est idiot d'avoir un compte titre chez Boursorama. J'ai pas beaucoup de lignes, je passe des ordres qui sont assez gros sur le compte titre, donc bon, les frais me vont très bien. Mais c'est vrai que généralement, je recommande 2 giros pour le compte titre. Ça, c'est pour les brokers. Ensuite, pour les outils que j'utilise au quotidien, Zone Bourse. Moi, j'ai l'abonnement premium, donc c'est indispensable à mes yeux pour quelqu'un qui fait du value investing, donc qui fait de l'analyse fondamentale aussi, beaucoup d'analyse fondamentale. ProRealTime pour tout ce qui est graphique, parce que malgré tout, j'aime beaucoup l'analyse fondamentale et j'aime bien faire parler les chiffres, j'aime bien mettre une valeur derrière une entreprise, mais Mhm. je vais aussi me servir des graphiques pour optimiser mes entrées et mes positions. Et typiquement, moi aussi, je fais du DCA, je fais du dollar cost average, donc c'est-à-dire que je vais investir tous les mois le même montant et je vais renforcer mes actifs comme ça. Euh, je vais rechercher quand même, grâce à l'analyse technique, des points d'entrée, c'est-à-dire des zones de travail. D'accord. Avec l'analyse technique, en étudiant les graphiques, on arrive à déterminer des zones de travail, c'est-à-dire des prix, en fait, finalement, qui tournent autour de la valeur que les cabinets de conseil, que les cabinets d'analyse auront trouvé. Typiquement, si un cabinet d'analyse, et si plusieurs cabinets d'analyse disent que Essilor devrait valoir environ 135 euros en bourse, ben, on va avoir généralement une oscillation autour de ces 135 là. Et vous, en tant que bon investisseur qui avait et ce bagage fondamental et ce bagage technique, vous allez être capable, grâce à l'analyse technique, de plutôt acheter Essilor sur du 133 que sur du 142. Voilà. C'est juste dans cette oscillation, vous allez chercher les plus bas ou les corrections momentanées pour justement optimiser votre DCA. D'accord. Donc, ProRealTime pour les graphiques. Et puis après, moi, alors je sais pas du tout si c'est une bonne chose ou pas, hein, d'autres personnes me le diront, mais pour suivre l'évolution de mes positions hyper rapidement, ben moi j'utilise l'application investing.com.
J'ai créé mes portefeuilles, donc PEA compte titre, je les ai recréés typiquement, donc Mhm. ils sont pas synchronisés directement avec mon broker, donc je les ai recréés, mais ça a pris 2 secondes quoi. Et après, on peut s'activer des systèmes de notification, etc. Mais typiquement, c'est à travers investing.com que je vais regarder vite fait si mon portefeuille, comment il se comporte en ce moment, etc. Ok, donc l'application Zone Bourse pour faire tout le travail fondamental, l'application enfin Pro Real Time pour faire l'analyse graphique, qui sont encore une fois, on le répète, complémentaires. On l'évoquait avec Romain Daubry de Bourse Direct sur la précédente émission également, l'analyse fondamentale est complémentaire de l'analyse graphique. Certains ont tendance à les opposer. Donc Zone Bourse, Pro Real Time pardon, et Investing pour synchroniser tout Voilà. ça et avoir un visu du portefeuille global en un coup d'œil. Voilà. Ok, Alors, cool. Est-ce que... Zone Bourse et Pro Real Time, c'est ordinateur, hein. Enfin, Zone Bourse existe aussi en version mobile, mais il n'y a pas autant de données, c'est pas aussi bien D'accord. implémenté. C'est vraiment, moi, je suis beaucoup plus déjà ordinateur que téléphone. Même pour passer mes ordres et tout ça, je passe jamais un ordre sur le téléphone. Donc, ouais, voilà. Ok, bon, ben, super intéressant, Étienne. Mille merci pour tout, pour toutes ces petites pépites que tu nous livres. Est-ce que tu as deux, trois petites allez, recommandations, conseils, je sais pas si on peut le dire, on n'a pas le droit, on n'est pas conseiller en investissement, etc. Mais toi, tu as des actions coup de cœur, des entreprises coup de cœur, et peut-être, est-ce que tu vois un changement dans l'entrepreneuriat d'une façon générale, dans le monde comme ça financier, sur tout ce qui est l'impact sur l'environnement social, etc. On voit des mouvements se créer, comme mouvement de One Person for the Planet, par exemple, ou le mouvement Impact France. Alors, pour répondre à ta question et être transparent, à mon échelle, j'ai l'impression pour l'instant que les critères ESG et les critères ISR ne sont pas une très grande réussite. C'est quoi ces critères-là? C'est des critères justement pour regarder, mesurer l'impact environnemental, de gouvernance et Mhm. sociétal d'une entreprise. Et il y a typiquement, vous pouvez investir dans des entreprises qui ont des très bonnes notes de ces critères-là. Moi, j'ai pas l'impression que ça intéresse énormément les jeunes investisseurs. Malheureusement. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, je le mesure grâce à Google Trends et à des mots clés. Donc, je le vois clairement que c'est pas quelque chose qui est recherché sur les moteurs de recherche. Et puis même quand nous, en tant que vulgarisateurs de la finance et sur YouTube, sur les chaînes et tout ça, quand on fait des articles ou des vidéos justement sur ça, sur les investissements responsables, on a très peu de répondants. Enfin, on a très peu d'activités sur ces trucs-là. Et c'est vraiment dommage. Après, par contre, moi, par exemple, en tant que, étudiant ingénieur, encore, pour quelques mois encore avant d'être diplômé, euh, je remarque que chez les ingénieurs, chez les étudiants ingénieurs, tout le monde veut bosser avec du sens. Et ouais. Donc finalement, les entreprises, il faut bien être conscient que les entreprises, même les entreprises actuelles et les entreprises de demain, seront d'ici une quinzaine d'années dirigées par des gens qui veulent faire fonctionner une boîte avec du sens. Donc, même si actuellement on a des boards de direction de 65 ans, 60 ans, qui, voilà, vivent encore un petit peu dans leur temps. Il y en a qui ont des engagements intéressants. Mais je pense à Emmanuel Faber, par exemple, et on voit, il s'est fait évincer de Danone, c'est pas pour rien, parce qu'il avait trop d'engagement et pas assez de puissance financière, Mhm, pas mhm. assez de performance à l'entreprise, ce qui est dommage et ce qui finalement me fait de la peine, parce que typiquement, ça montre à quel point c'est un peu, on a un peu, enfin, il reste encore des choses à faire. Donc ça, c'est au niveau des critères de responsabilité, comment je vois l'avenir. Je vois Ouais. qu'on a une génération vraiment intéressante, vraiment porteuse pour ces investissements responsables. Donc j'imagine que les entreprises, les boards de direction vont venir à se renouveler dans les années futures et à avoir plus de sens. Toi, est-ce que tu as une action coup de cœur, une entreprise coup de cœur, un petit peu comme ça, sur une entreprise éthique ou sociale et écologique, un petit peu coup de cœur? Alors moi, une entreprise qui me plaît beaucoup, c'est Neoen. Une entreprise qui me plaît beaucoup, qui s'inscrit parfaitement dans les énergies renouvelables, donc Neoen, D'accord. qui fabrique et qui exploite des parcs de panneaux solaires. Alors, ils travaillent principalement en Australie et en Finlande pour l'instant. C'est une entreprise française ou? C'est une entreprise française. C'est une entreprise Ok, d'accord, ouais. française. Voilà. Super intéressant. Et donc, on a bien compris que tu étais investi donc, en bourse. Ouais, Ça fait un peu plus d'une heure là qu'on est ensemble. Je te remercie encore, Étienne. ouais. J'ai encore quelques petites questions Vas-y, pour vas-y. conclure
on a bien compris que toi, tu investissais donc sur les marchés financiers en bourse. Tu as un PEA où tu appliques un peu une méthode de DCA avec des analyses, avec les différents indicateurs que tu as évoqués. Est-ce que tu as d'autres investissements, d'autres classes d'actifs sur lesquelles tu vas, peut-être l'immobilier, la crypto-monnaie ou autre, l'art, le vin, des choses un peu plus alternatives? Quels sont tes autres investissements à titre personnel, Étienne? Moi-même, Super intéressant. c'est mon plus gros investissement. Et puis je remercie pour mes parents d'avoir investi sur moi-même. Mais bon, c'est pas un investissement évidemment. On parle pas d'investissement dans ce cas-là, mais voilà. Alors après, oui, évidemment, comme tout le monde, j'ai d'autres classes d'actifs. Alors moi, j'ai pas d'immobilier encore. C'est quelque chose qui m'intéresse évidemment. Et puis au travers de Sans Cravate et de Alexandre, euh, j'en apprends énormément sur l'immobilier tous les jours. Chose qui a un avantage finalement parce que quand je vais me lancer, ça va m'éviter de faire plein d'erreurs, je pense. Mais en fait, j'ai pas de bilan stable depuis assez d'années. Typiquement, moi, mes revenus principaux viennent de Sans Cravate et surtout du livre. Et du coup, ça fait qu'un an que je vends le livre, donc je vais pas aller voir une banque et leur dire, bah voilà, j'écris un livre, machin. C'est pas assez stable comme revenu, il y a pas assez d'historique. Donc pour l'instant, l'immobilier, ça va venir, mais pour l'instant non. Mhm. Les crypto-monnaies, voilà, j'ai à peu près. Maintenant, en fait, ça augmente parce que du coup, le portefeuille a augmenté ces derniers mois. Mais j'avais investi environ 5% de mon capital en crypto-monnaie. D'accord, ouais. Alors là, c'est, on va pas en parler dans cette vidéo hein, de mes choix de crypto, etc. et de pourquoi j'ai investi en crypto-monnaie. Honnêtement, pour être honnête avec ceux qui nous écoutent, moi aussi j'ai un FOMO de dingue. C'est-à-dire, le FOMO, c'est le fear of missing out, c'est la peur de rater quelque chose. Je pense que il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et voilà, j'ai envie d'avoir aussi mes jetons là-dedans. Après, clairement, mon expertise, elle est pas là. Elle est pas du tout dans les cryptos. Oui, c'est pour ça que tu délivres que, comme tu le dis, à juste titre, de façon assez sage, que 5% de ton portefeuille. Donc l'immobilier, t'es intéressé, ça viendra. Donc un peu les crypto-monnaies. Voilà. Tu as d'autres investissements, d'autres choses, ou à l'inverse, tu as des choses sur lesquelles tu veux absolument pas investir? Absolument pas. Hmm. Absolument pas investir. Je sais pas. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles finalement il y a des gens qui considèrent que une voiture c'est un investissement, d'autres que le vin ou quoi, il y a des très bons investissements à faire là-dedans. Non, pour l'instant je me suis pas heurté à une problématique de dans quoi il faut. Enfin, on me propose un investissement et je vais le refuser ou je vais dire non, ça m'intéresse pas du tout comme type de d'actif. Après, par contre, si je recommande quelque chose aux jeunes qui nous écoutent, plutôt aux jeunes qui nous écoutent, ou même 35 ans et tout ça, etc., bien sûr, ils sont C'est concernés. jeune, 35 ans, c'est Bien très sûr, très c'est jeune, jeune. 35 ans, c'est pour ça que je dis ça. D'investir dans un business. Si vous voulez, voilà, vous développer, devenir indépendant, avoir la capacité de financer votre vie de manière générale et puis de pouvoir bouger, être votre propre patron, je pense que vous faire confiance dans les services ou les produits que vous pouvez vendre et investir finalement dans le développement de ces derniers, c'est aussi très très important. Typiquement, moi j'ai pris le risque quand j'ai écrit le livre d'emprunter avec un crédit étudiant 3 000 euros à la banque pour pouvoir faire mes premières impressions et mes premières commercialisations. Alors que je savais pas du tout que j'allais en vendre autant. Je pensais en vendre 20, hein, je pensais donc finalement, quand on se dit, ah, le gars, il avait emprunté 3000 euros, bon, c'était de l'argent gratuit, hein, parce que les crédits étudiants, ça coûte rien, quoi. Donc au pire, je les aurais rendus. Mais je veux dire, voilà, c'était finalement l'investissement le plus rentable que j'ai jamais fait jusqu'à maintenant. Parce que j'ai transformé ces livres-là, cet argent dépensé en impression et en commercialisation, en un salaire tous les mois, quoi, qui me permet de vivre très confortablement. Super, félicitations. Pour en revenir à ton livre, tu le proposes. Est-ce que tu pourrais appliquer, je sais pas, quand tu commercialises, est-ce que tu fais des offres promotionnelles, etc. Et si c'est le cas, est-ce qu'il serait possible de mettre en place un petit partenariat pour les auditeurs de la bonne fortune pour peut-être avoir une petite réduction Écoute, on me l'a jamais demandé, complètement. On en rediscutera après. Je sais faire ça. Alors oui, non, mais on peut le dire, hein, on peut le dire complètement. Moi, c'est tout à fait quelque chose d'envisageable. On peut dire que voilà, les gens qui écoutent cette vidéo et qui écoutent le podcast La Bonne Fortune, le code, ce sera évidemment
La Bonne Fortune. Et ça vous permettra, au moment où sortira cette vidéo, d'acheter le livre à 20 euros. Pourquoi pas? Allez, c'est chose faite. C'est bon. Super, C'est super. implémenté. Et puis je t'en enverrai un aussi, chose que j'ai pas encore faite, je t'en enverrai un avec grand plaisir. Même peut-être deux que tu pourras, dont un que tu pourras offrir à ta communauté si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Bah écoute, ouais, avec grand plaisir. C'est vraiment improvisé, on l'avait pas du tout vu en amont. Et donc, bah, c'est cool. Merci en tout cas, Étienne, pour ta Merci à toi. Merci. générosité et ta spontanéité. Euh, pour en revenir, donc tu l'as dit, tu as plusieurs citations, mantras que tu répètes, dont une. Est-ce que tu peux en faire part un petit peu à l'ensemble des auditeurs du podcast? Ouais. Ne soyez pas impatient. Soyez patient. Alors, moi, c'est quelque chose que je ne suis pas. Donc, c'est pour ça que je me le répète. Sinon, ça servirait à rien. Sinon, je me répéterais autre chose. Hein. Je vais pas essayer d'améliorer quelque chose où je considère que je suis déjà plutôt bon. C'est-à-dire que moi, j'ai eu les études vraiment qui m'ont empiété dans mon business. C'est-à-dire que j'avais envie de m'impliquer à fond dans ce que je faisais. Et pourtant, je pouvais pas à cause des études. Et donc il y a des gens qui se sont mis à faire d'autres choses extraordinaires et qui se sont dédiés à 100% là-dessus et qui ont eu beau commencer après moi ou en moins de mois réussir à faire des choses extraordinaires. Et évidemment, ben, il y a une phase où on envie ces personnes-là, on a envie de faire, de se développer à la même vitesse, on a envie de faire les mêmes choses. Ça nous touche émotionnellement, ça touche notre ego, etc. Mais chaque chose en son temps, voilà. Hein. Il faut être patient et puis le travail. J'imagine que le travail paye toujours, du moins je l'espère. De la même manière que les athlètes de haut niveau dans le sport arrivent un jour ou l'autre à performer s'ils travaillent beaucoup, ben dans le business c'est pareil. Je pense que si le travail est bien fait et que vous faites preuve de patience et que vous êtes capable d'être endurant sur votre business, typiquement, La Bonne Fortune est un podcast qui démarre. On est quand même déjà, on est combienième épisode? 12e, 13e? Ça va être le 13e épisode. Voilà, 13e épisode. Si Ismaël montre de la régularité dans ses publications et du sérieux dans la façon dont il aborde les gens et qui réussit à avoir de nouveaux invités sur sa chaîne et faire grossir sa communauté, j'ai aucun doute que sur le long terme, ça va performer et ça va lui permettre de créer une communauté vraiment intéressante autour du concept de la bonne fortune et de pouvoir partager ses connaissances avec de plus en plus de gens. Et en tout cas, je te le souhaite. Et je pense du coup que oui, dans la vie, il faut être patient. Et alors, je sais pas, il y en a plein des Non, citations mais autour top. de la patience, hein, mais voilà. Et avoir des convictions. Avoir des convictions, c'est très important. Faire ses choix avec ses propres convictions, parce que sinon, si vous écoutez quelqu'un d'autre, vous allez remettre en question vos décisions H24 et du coup, vous allez prendre des décisions qui sont pas forcément les bonnes. Super, un super mantra. Être patient, être soi-même et faire ses propres choix. Super intéressant. Étienne, on te retrouve où sur les réseaux? Donc, on l'a évoqué, ta chaîne YouTube, enfin, votre chaîne Voilà. YouTube avec tes deux amis, donc sans cravate. On te retrouve également sur LinkedIn, sur Twitter peut-être, je sais pas. Twitter, non, j'aimerais bien m'y mettre, mais c'est pas un réseau social que je privilégie pour l'instant. Je pense que quand j'arrêterai Instagram, je me mettrai sur Twitter. Voilà, hein, on fera la rotation des 30 ans peut-être, passer d'Instagram à Twitter. Et non, pour l'instant, voilà, donc LinkedIn c'est possible, surtout le site sans cravate, la chaîne YouTube sans cravate, et puis là on est en train de créer un Discord pour que toute notre communauté puisse échanger en live. Donc allez regarder ou alors demander à Ismaël ou directement à moi les accès pour le Discord de Sans Cravate. Je pense qu'on va faire un truc vraiment sympa où on va tous pouvoir échanger, se mettre dans des salons vocaux, faire des lives 2 à 3 fois par semaine et échanger. Ouais. Voilà, que les auditeurs puissent aussi prendre la parole parce que je pense qu'il y a beaucoup trop de gens euh, qui qui donnent des leçons. Et finalement, on a toujours à apprendre de ceux qui nous écoutent aussi. Et maintenant, et ça a toujours été notre envie chez Sans Cravate, c'est de donner la parole à ceux qui nous soutiennent et qui ont envie d'apporter leur patte au projet. Donc Sans Cravate, ça appartient aussi bien à vous qu'à nous. Donc si vous voulez nous parler ou si vous voulez parler entre vous, venez sur le Discord de Sans Cravate, ça va être génial.
Bah super, écoute, on mettra l'ensemble des liens en description de l'émission du podcast. Ouais, ça fait une bonne heure maintenant qu'on est ensemble. Déjà, merci encore à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux, vous écoutez régulièrement, et puis jusqu'à la fin de l'épisode, c'est vraiment, vraiment très très sympa. Merci mille fois, Étienne, pour tout ce riche contenu. Et t'inquiète, sur l'émission de la bonne fortune, j'ai de la ferme intention d'être bien patient et je me ferai un plaisir de t'inviter pour le 100e épisode, tout du moins peut-être le 50e au bout d'un an, et de revenir Yes! avec toi, échanger sur tous ces sujets super passionnants. J'ai la chance d'avoir des invités qui sont tous mes préférés. C'est la 13e émission aujourd'hui et jusqu'à présent, je peux dire que en toute sincérité, j'ai pris vraiment 13 claques dans la gueule pour parler correctement et donc c'est vraiment une bonne chose. Et voilà, donc écoute, avec grand plaisir pour te faire revenir. Mille merci encore une fois pour tout. Mille merci à ceux qui nous suivent, vous êtes de plus en plus nombreux. Écoute, merci pour tout et je te laisse le mot de la fin, Étienne. Écoutez la bonne fortune. Super, ciao ciao. Et nous voilà arrivés à la fin de cette émission et je te remercie pleinement pour ton écoute attentive. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que tu fais partie de la Dream Team de la bonne fortune. Vous êtes de plus en plus nombreux chaque semaine, alors encore merci du fond du cœur. Tu apprécies le podcast de la bonne fortune ? Alors c'est très simple, il y a 2 belles façons de me le témoigner. La première est de prendre ces quelques secondes pour laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme de ton choix et notamment Apple Podcast, car tu le sais, c'est ce qui aide pour le référencement de l'émission. Et la deuxième, c'est de partager celle-ci à tes proches autour de toi, car on connaît tous 1 ou 2 personnes qui sont intéressés par ces sujets, qui aident à améliorer nos finances personnelles et donnent du sens à notre épargne. Alors ne le garde plus pour toi et partage l'émission au plus grand nombre afin qu'on fasse ensemble de ce podcast une référence de l'éducation financière et de l'investissement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux également suivre La Bonne Fortune sur Instagram et retrouver mon profil Ismaël Bernus sur LinkedIn. Et comme on le sait, la distance entre les rêves et la réalité s'appelle l'action. Je te retrouve très très vite pour un nouvel épisode de La Bonne Fortune. Ciao.